Mon prochain conférencier, Luc Gaudreau, a été référé par un collègue agriculteur qui m'a dit il y a un gars à l'Université de Sherbrooke qui étudie les pesticides. Il trouve ça vraiment pertinent ce sujet-là, puis il peut continuer de travailler là-dessus. Contactez Luc, monsieur très sympathique et charmant. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Luc est professeur à l'Université de Sherbrooke en biologie moléculaire. Il est titulaire de la chaire de recherche sur la transcription génique, donc il étudie les gènes. Puis, il étudie notamment, il a étudié l'effet d'une vingtaine de pesticides communément utilisés en agriculture sur nos cellules. Puis il va nous expliquer comment ça fonctionne. Il va parler de comment on peut améliorer notre connaissance de l'effet des contaminants sur la santé. Alors, Luc, la parole est à toi. Merci. On m'entend bien? Merci des beaux compliments, charmants, etc. C'est gentil. Merci de l'invitation aussi. Donc, moi, mon expertise en tant que chercheur, c'est vraiment étudier la régulation de l'expression des gènes. Je vais vous remettre en contexte un petit peu plus. Et ma mission en recherche, une de mes missions les plus importantes, c'est vraiment d'essayer de savoir ce que font vraiment les pesticides à nos cellules. Je vais brièvement parler d'un exemple, comment certains pesticides peuvent interférer avec les mécanismes cellulaires, avec des voies de signalisation des hormones stéroïdiennes, entre autres l'estrogène. Commencer par est-ce que je peux quitter ce PowerPoint pour aller à ma dernière diapositive? En fait, j'ai convaincu ma conjointe et mon petit gars de 7 ans à assister à ma présentation. Je vais vous parler de chien. Faire de suite à ce que j'ai fait. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la recommandation d'aller ça un peu à l'extrême. J'ai 27 chiens. Donc, j'imagine que ça fait de moi un excellent père. Donc, j'analyse, que la pertinence des chiens, je pense que j'ai 27 fois que notre fils soit plus en santé à cause de mes efforts. Je pense que, c'est... je suis pas sûr que ça me gagne des points. Ouais. Je voudrais parler du brocoli aussi. Oui, s'il te plaît. Une molécule quand même, un précurseur d'une molécule importante dans le brocoli, puis toutes les familles des carpes, finalement, des crucifères, des brassicacées, il y a tout un institut en Californie qui dévoue leurs efforts en recherche pour exploiter cette molécule-là comme agent chimiothérapeutique potentiel. Donc, c'est bon le brocoli, il faut juste pas le manger trop cru. C'est un peu comme les dates de violon, parce que ça peut aller. Bon, donc, je pense que c'est clair qu'on vit dans un monde assez industrialisé où on baigne, où on est en présence de... Merci beaucoup. On est en présence de nombreux pesticides. Donc, des données sur plusieurs fruits et légumes qui ont été testés. Il y en a beaucoup qui avaient des traces de pesticides, un certain pourcentage qui dépassait les normes légales. Fruits et légumes produits au Québec, même genre de tendance. Ce qu'on importe, c'est la même chose. Donc, l'importance de laver nos fruits et légumes, bien sûr, il y en a partout. Il y en a dans les sources d'eau potable aussi. Cette diapositive ici montre l'usage des pesticides dans le monde. Ça, c'est en chiffres, en piastres. Donc, il y a beaucoup de millions de dollars qui est investi partout sur la planète pour l'utilisation de la fabrication de pesticides. Donc, vous voyez la tendance est malheureusement à la hausse. Donc, qu'est-ce que, pour moi,
herbicides, les insecticides et les fongicides. Donc, en gros, cette diapo vous démontre que c'est surtout en agriculture, on utilise les pesticides, et en milieu résidentiel aussi, qui est quand même très significatif. Donc, la majorité des pesticides, une portion importante des pesticides sont 40% environ des herbicides, beaucoup d'insecticides, fongicides pour environ 10%, et d'autres types de molécules qui m'intéressent moins pour l'instant. Donc, au Québec, c'est un peu ce qu'on retrouve grosso modo à l'échelle mondiale. Là, si on regarde le graphe ici, en milieu agricole, 84%, en milieu urbain, un petit peu plus faible à l'échelle mondiale. Et les types de catégories de pesticides, on a en gros les herbicides, les insecticides, les fongicides. Donc, ça c'est probablement la question la plus intéressante pour moi. Donc, comment peut-on évaluer le potentiel toxique ou cancérigène d'un pesticide? Est-ce qu'il y en a qui travaillent pour Santé Canada? Il n'y a pas de main, vous n'osez pas le dire, c'est bon, pas de joke. Donc, classiquement, puis là, je vais faire une généralité. Vous voyez ma petite souris ou mon rat de laboratoire. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un ingrédient actif, on en donne à bouffer aux petites bestioles, puis là, on voit s'il y a des problèmes de santé. Est-ce qu'il y a des tumeurs qui poussent? Est-ce qu'il y a des problèmes de reproduction, des problèmes comportementaux, etc., etc. Donc, c'est des études qui sont à relativement court terme. On n'a aucune idée de l'effet potentiel de ces produits-là sur notre santé à nous, certainement pas à moyen terme ou à long terme. Donc, monsieur tantôt a posé une question par rapport à Santé Canada et les pesticides qui étaient testés. Bien, souvent, ce qu'on voit, parce que l'été dernier, on a eu l'occasion de collaborer avec la Fondation David Zouiki et Équitable. Et puis, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on recensait de la littérature pour voir, bon, ben, tel et tel pesticide, quelles publications scientifiques là, qui ont de l'allure, qui sont répertoriées pour documenter les effets toxiques de certains pesticides. En passant, ce qu'on faisait, c'est que ces organismes-là actionnent Santé Canada pour l'utilisation de pesticides qui sont bannis en Europe et qu'on utilise toujours au Canada. Et ça ne veut pas dire que les Européens utilisent des molécules qui sont toutes très gentilles. Donc pour plusieurs de ces pesticides-là, on découvre qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. Il y a très peu d'études qui ont été effectuées. Souvent, c'est la compagnie même qui fabrique le produit qui vont tester les effets potentiels toxiques sur des animaux. Et ces informations-là sont souvent stockées dans une goutte à Ottawa. Donc, difficile d'accès, on ne peut surtout pas utiliser ces informations-là. Donc, personnellement, je crois qu'on est en manque flagrant d'informations sur qu'est-ce que ça fait, ces pesticides-là. Donc, évidemment, on peut croire qu'on peut se passer de pesticides, ce qui est pratiquement incroyable. On peut constater que découvrir qu'un pesticide ou une mixture de pesticides vont avoir peu à peu représenter un problème pour la santé. Et là, on va arrêter de les utiliser. Mais c'est sûr, les humains étant des humains, la pièce, c'est important. On va vouloir inventer ou commercialiser d'autres molécules, d'autres pesticides qui, à court terme, on va penser sécuritaires. Mais qu'encore là, j'espère vous convaincre que la façon qu'on les teste aujourd'hui ne va pas nous donner des informations quant à leur potentiel cancérigène à moyen terme ou à long terme. Donc, il y a trois choses que je veux mentionner qui sont très importantes. Donc, ce qu'on retrouve dans la nature, c'est une mixture de pesticides et beaucoup d'autres types de contaminants. Donc, on n'a aucune idée. Alors, évidemment, Santé Canada va dire, ben, c'est pas grave parce qu'ils sont tous au-dessus d'un certain
seuil de concentration. Mais qu'est-ce qu'on fait si on prend toutes ces petites concentrations-là, on les additionne, donc est-ce que la somme totale peut être aussi pire ou même pire que une seule grande concentration d'un seul produit actif? Donc ça, c'est ce genre de... Il y a des publications qui commencent à sortir dans la littérature, qui documentent ça, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. On a des expériences en cours dans mon laboratoire qui visent vraiment à comprendre cet effet cocktail-là, si ça peut être dangereux. Une autre chose qui est difficile de prendre en considération, c'est qu'il y a beaucoup de polluants environnementaux, même des pesticides, qui aiment se cacher dans notre corps, particulièrement dans les tissus adipeux. Donc, on parle de bioaccumulation. Donc, au fil des années, peut-être que les individus qui ont été en présence de plusieurs pesticides vont avoir tendance à les bioaccumuler. Donc, éventuellement, ça nous fait une concentration qui est peut-être dangereuse ou trop importante. Donc, comme je vous disais, on ignore largement les effets à moyen terme ou à long terme des pesticides sur la santé, et en particulier sur le cancer. Donc, on sait tous que le cancer est une maladie associée à l'âge. Bon, évidemment, il y a des enfants qui ont un cancer, souvent, il y a plusieurs causes, des causes génétiques, ça, désolé. Mutation dans des gènes suppresseurs de tumeurs qui augmentent les chances d'avoir tel type de maladie, par exemple. L'environnement, bien sûr, mais l'idée, c'est que plus on accumule des mutations, on va en parler un petit peu plus, et Larissa en a parlé aussi, plus on accumule des mutations dans notre génome, dans nos gènes, qui ne sont pas réparées, plus on a de chance à gagner la loterie dans un très mauvais sens. Donc, personne ne dit que vous n'aimez pas. Vous ne connaissez pas les tentacles. Gabriel, mon petit gars de 7 ans, trouve ça drôle, il ça pour humilier donc, avant de vous parler trop de pesticides, je vais vous parler un petit peu de biologie moléculaire humaine. C'est mon expertise. Donc, ça, vous le savez probablement. Je vais passer ces diapos rapidement. Donc, les principales molécules qui constituent le corps humain, il y a les sucres, les lipides, les protéines. Donc, les protéines, c'est vraiment les molécules qui assurent la structure et les fonctions de nos cellules. Il y a aussi ce qu'on appelle des acides nucléiques, donc l'ADN, les gènes et des messagers intermédiaires, et bien d'autres types de molécules, qui sont les ARN. Donc qu'est-ce qu'un gène? Bon, longtemps passé, Gregor Mendel a défini ces caractères-là, qu'il a définis comme gènes. Donc, il a associé un trait phénotypique à quelque chose dans notre ADN, dans notre génome, bien avant que l'ADN fût découvert, en fait. Donc, c'est une définition un peu floue, mais à la fois beaucoup précise. C'est une unité quantique d'un caractère héréditaire. Bon, avec les années, puis avec la vue de la biologie moléculaire, ça se précise un peu plus, cette définition-là. Donc, Larissa l'a bien mentionné, vous savez aussi, notre corps est constitué de cellules. Les cellules contiennent un noyau où le bagage génétique se retrouve. Les chromosomes. Donc, dans les chromosomes, si on est pour déplier cette fibre d'ADN-là, on a des différents gènes. Donc, chez l'être humain, on a environ 30 000 gènes. Il y a encore des débats là-dessus, plus ou moins 25 000, donc j'exagère, mais environ 30 000 gènes. Beaucoup plus de variétés de protéines, par exemple. Donc, j'ai dit que les gènes sont composés d'ADN. Et ce que c'est l'ADN, vous savez probablement, c'est une succession ou une combinaison de différentes bases AGCT. Donc, dépendamment de la combinaison, ça va donner une telle information. Donc,
énormément de permutations possibles. Il y a 3,2 billions de paires de base d'ADN qui constituent nos chromosomes, avec 30 000 gènes, donc ça fait du monde à masse. L'ADN a la capacité de se répliquer. Ça veut dire qu'une cellule mère va se diviser, va copier son bagage génétique, son ADN, en copie identique. Vous le savez probablement. Donc, ça sert à quoi l'ADN et les gènes? Bien, fournir les informations nécessaires pour fabriquer des protéines des différentes cellules. Donc, les protéines qui sont le moteur des cellules, finalement, sont aussi composées de petits morceaux qu'on appelle des acides aminés. Donc, les types de protéines, je pense que je vais dire le nom. Les types de protéines, évidemment, il y a des protéines de structure, il y a des protéines enzymatiques qui ont des fonctions spécialisées dans l'ADN, etc. Donc, différentes sortes de protéines pour assurer les différentes fonctions des cellules. Donc, en sorte, les gènes sont une espèce de plan d'architecte de la cellule, puis les protéines font le travail des cellules. Comment? Bien, il y a une espèce de code que je ne veux pas donner trop de détails, un code génétique qui convertit l'information retrouvée dans l'ADN en messager intermédiaire, l'ARN, pour nous donner une protéine bien spécifique. Donc, l'ADN va copier, je le disais, en molécules intermédiaires, l'ARN messager. Donc, cette étape-là de régulation est très importante pour la cellule. En fait, c'est ce qu'on étudie majoritairement dans mon laboratoire. Il y a une régulation qui est extrêmement fine à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on fait dans mon labo. Cette molécule d'ARN messager va coder pour l'information précise d'une protéine. Tout ce processus-là se définit comme étant l'expression génique. Et c'est important parce que, dépendamment du type de régulation qui est exercé dans le temps et en quantité, ça peut faire la différence entre un chimpanzé ou un humain. Si on compare l'identité de gène avec celui d'un chimpanzé, je pense qu'on est identique à quasiment 99%. Donc, ce qui fait beaucoup la différence, c'est au niveau de l'expression des gènes. Donc là, je vous donne des exemples de types de protéines. Donc, il y a des protéines de régulation, de signalisation, de structure, de transport, mouvement, etc., etc. Donc, on sait aussi que toutes les cellules du corps humain ont les mêmes gènes, mais ces derniers ne sont pas tous exprimés dans les différents types de cellules. Sinon, c'est ce qui fait la différence entre des cellules des os, cellules musculaires, etc. Donc, tous les mêmes gènes ne sont juste pas exprimés en même temps. Donc, dans certains types cellulaires, il y a des gènes qui sont spécifiques au foie, dans d'autres types cellulaires, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait qu'avec le même génome, tous les mêmes gènes, on peut avoir différents types cellulaires et différents tissus. Donc, la régulation de l'expression génique. Donc, si on parle de cancer, je vais y aller rapidement aussi. Donc, les agents cancérigènes, ce qui se passe, bon, ça va changer la composition de l'ADN. Un exemple classique, le benzoapyrène, donc ce qui combustionne dans les cigarettes, va faire des changements dans l'ADN. Les rayons ultraviolets, les contaminants dans la nourriture, les pesticides. Donc, plusieurs vont avoir une action directe, donc de changer la chimie de l'ADN. Donc, pourquoi c'est mauvais, là, changer l'ADN? Bien, on change le code. Donc, on peut changer la fonction d'une protéine donnée, ce qui n'est pas nécessairement bon. Souvent, et
très souvent même, ça ne change pas grand-chose. Mais des fois, ça l'entraîne, ça fait en sorte qu'une protéine fait quelque chose de nouveau qu'elle ne devrait pas faire dans la vie, ou des fois, ça l'inactive complètement. Donc, je vais en parler un petit peu plus tantôt. Donc, oui, je vais entraîner la perte de fonction. Donc, comme Lisa disait, votre panique, ça prend quand même plusieurs mutations différentes et successives pour mener au cancer. Donc, vraiment plusieurs mutations avant d'en arriver au cas extrême de métastase. Donc, ça, c'est un schéma important pour vous, les biologistes. Ça vous indique le cycle cellulaire. Donc, une cellule se divise. Donc, il y a une phase de latence, là, qu'on appelle la phase G1, où il y a vraiment beaucoup d'action, beaucoup de métabolisme, la synthèse de l'ARN, des protéines, etc. Par la suite, la phase S, qui est la phase où l'ADN se dédouble, se divise, se réplique. Une autre phase de latence où on a pas mal d'activité métabolique dans la cellule. Et finalement, la mitose, la fameuse mitose, où les chromosomes sont vraiment compactés au maximum. Puis il va y avoir, c'est l'étape où il va y avoir la division cellulaire. Donc, si j'avais à résumer le cancer à ma maman qui n'est pas biologiste, ce que je lui dirais probablement, c'est que c'est une perte de contrôle de ce cycle-là. Donc, chaque cellule, des fois, cellule nerveuse, par exemple, doit freiner sa division. Chaque type cellulaire sait quand c'est le temps de se diviser et quand c'est pas le temps de se diviser. La différence d'une cellule cancéreuse, c'est qu'il y a une perte de ce contrôle-là. Donc, entre chaque étape de ce cycle cellulaire-là, il y a des points de contrôle. C'est des soupapes de sûreté. Donc là, l'idée, c'est de checker si, OK, là, on vient de on se divise. Là. Donc, entre cette étape-là, c'est-tu correct? On vérifie, là, est-ce que tout est correct, là? Il n'y a pas de mutation trop grave, là? Si c'est correct, ce point de contrôle-là est bon, ben, il va y avoir l'éducation de l'ADN et par la suite, division cellulaire. S'il y a eu accumulation de trop de mutations, Larissa l'a mentionné, il va y avoir une espèce de mort cellulaire programmée qu'on appelle l'apoptose. Les cellules cancéreuses trouvent le moyen de s'échapper de ces points de contrôle-là et même de l'apoptose. Donc ça, c'est une vue générale des changements cellulaires là, qui causent le cancer. Ça prend pas mal de patentes. Là. En gros, invasion des tissus, métastases, etc. Donc, si on revient à la régulation de l'expression des gènes, toute mutation qui change leur expression et que c'est impliqué dans la régulation de la division cellulaire, comme je l'ai montré tantôt, a le potentiel de favoriser ou contribuer à la transformation tumorale. Donc, de retour à nos pesticides, aux polluants, ben, ça, je n'ai pas à convaincre l'auditoire que ça coûte cher, ça cause beaucoup de morts, les polluants, beaucoup de nouveaux cas de cancer, énormément de cash pour les services de santé. Puis quand je parle de polluants, évidemment, je parle de... En fait, le TCDD est un herbicide assez célèbre, puis l'agent orange, les insecticides, les zoapirènes, les glyphosate et de nombreux pesticides. Donc, on a ça dans l'environnement. La question, c'est comment nos cellules réagissent face à ces insultes de polluants et de pesticides. Donc, ça va vous donner mal à la tête, probablement. Je la trouve jolie comme diapo, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, puis ça fait des petits bouts. Donc, en gros, essayez pas de tout comprendre ce qu'il y a là-dessus. Donc, j'attire votre attention. Ça, c'est la structure chimique du TCDD, du dioxyde. Donc, ça, c'est ce que vous voyez dans une espèce de, c'est pas cette couleur-là, une espèce de beige violet. Ça représente l'extérieur de la cellule. Le cercle, le rond blanc ici représente le noyau où l'ADN se retrouve. Donc, le dioxyde et beaucoup d'autres types
la cellule. Donc, on dit que, en gros, la voie de cellule, c'est composé de gras, de vide, et ces molécules-là ne sont pas vraiment nécessairement solubles à l'eau, vont entrer facilement dans nos cellules. Donc là, ces molécules-là vont reconnaître une protéine qu'on étudie énormément dans mon laboratoire, qui se nomme AHR, en anglais Aryl Hydrocarbon Receptor, en québécois, récepteur à la dioxyde ou récepteur Spartou la Luc. Donc, ce qui se produit, cette molécule-là va se déplacer dans le noyau cellulaire, puis il y a toute une cascade de régulation qui se produit, puis en gros, c'est un régulateur qui va aller, va traîner sa dioxine avec, va aller dans le noyau, va reconnaître des gènes spécifiques, va s'attacher à ces gènes-là et va produire l'expression, enclencher l'expression de d'autres protéines qui sont importantes pour détoxifier la cellule. Donc, une anecdote, à chaque fois que je parle de AHR avec d'autres scientifiques, on se pose toujours la question, ben, c'est un peu bizarre parce que AHR existe dans nos cellules depuis, si on pense à l'évolution, c'est là depuis plusieurs milliards d'années même. Les polluants environnementaux, ouais, 100 ans peut-être, je ne sais pas, il y a des gens peut-être plus experts que moi, mais le maximum 100 ans. Donc c'est comme si cette intime relation entre les polluants et cette protéine-là, c'est quand même assez phénoménal. Donc c'est certain que nos cellules n'ont pas évolué à avoir des molécules de détoxification comme ça, en attendant que les humains polluent la planète avec les polluants et les pesticides, je pense. Et ça, je mentionne ça parce que c'est important, parce que souvent, je parlais des enzymes dans une tentative de, je vais pas le dire pour ça, dans une tentative de dépolluer nos cellules, ces enzymes-là vont convertir certains polluants et pesticides en molécules encore plus dangereuses. Donc, cette espèce d'effet pervers-là. Puis, dans l'évolution, évidemment, il n'y a pas eu de sélection contre ce caractère pervers, sinon, sur nos cellules. Donc, le mot ligand, c'est un beau mot biologique qui veut juste dire une molécule qui reconnaît le fameux AHR. Donc, qu'est-ce qui reconnaît le fameux AHR? Ben, il y a la dioxine, que vous voyez ici, le TCDD. C'est, je dirais, 99% des publications sur le récepteur à la dioxine. On utilise toujours en laboratoire le fameux TCDD. Donc, j'espère qu'on en retrouve, on n'utilise plus en environnement trop le TCDD. Donc, c'est quelque chose quand même qu'on étudie in vitro avec les cellules parce que c'est un bon liant. Ce que c'est, ben, c'est des molécules aromatiques en chimie, là, que vous voyez, des espèces de petits cercles comme ça, avec des chlores. Donc, tout ce qui ressemble moindrement à ça a le potentiel d'être reconnu par la protéine AHR. Donc, il y a différentes familles, là, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on appelle les HAP, exemple de benzoatyrène, les hydrocarbures aromatiques halogénés, les CDD, les PCB, etc., etc. Donc, la plupart de la recherche se sont vraiment focusés sur étudier les interactions entre ces molécules-là et AHR. Or, nous et d'autres ont commencé à tester si plusieurs types de pesticides qui, à prime abord, pouvaient avoir une ressemblance chimique aux polluants que je vous ai montrés. Donc, le potentiel d'interagir avec ce fameux AHR. Donc, l'atrazine, le chlorpyrifos, le limuron ressemblent vaguement au HAH. Je peux vous dire que ça représente des bons ligands. Là, j'en liste juste quelques-uns, mais le temps passe, même en fin de semaine, peut-être, il y a des étudiants vaillants. Il y a vraiment beaucoup de différents pesticides qui vont pouvoir agir de ligand. Il y a aussi d'autres pesticides comme le carbaryl qui ressemblent un peu au HAP, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, une très grande quantité, une très grande variété de pesticides peuvent activer la voie cellulaire AHR.
question évidente, c'est est-ce que, lorsque cette voie est activée, est-ce qu'il y a transformation directe de ces pesticides-là par les enzymes de détoxification dans certains encore plus dangereux? Je ne le sais pas, je viens de tester. Je vous parle un peu plus de ces enzymes-là qui sont stimulées, qui sont produites par l'action de AHR. C'est des familles des cytochromes P450. Donc, il y en a deux qui sont super importantes. Il y a le CYP1A1 et CYP1B1. En gros, ça ajoute des groupements peroxyde, OH, sur ces molécules-là. Donc, ça agit sur les pesticides, les polluants, mais une chose qui n'était probablement pas escomptée, c'est super important, donc en plus d'agir sur les polluants et pesticides, ça peut agir aussi sur l'estrogène directement. Donc, l'effet des pesticides sur le système endocrinien, bon, la première enzyme, par exemple, CYP1A1, peut convertir l'estrogène en cette molécule-là, le 2-hydroxyestradiol. Donc, j'ai représenté ici dans mon schéma le 2-hydroxyestradiol peut inhiber la croissance cellulaire. En gros, ça ne fait pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de risque, de crainte associée à ce métabolite-là. Quand je parle de métabolite, c'est un sous-produit de l'estrogène. Tandis que l'enzyme CYP1B1 peut convertir l'estrogène en 4-hydroxyestradiol. Ce que ça fait le 4-hydroxyestradiol, ben, ça fait des mutations dans l'ADN directement. Donc, si on a une situation où une personne, un individu est exposé à des polluants, des pesticides, il y a bien entendu activation de cette voie-là, la fameuse voie AHR. Donc, OK, il y avait un véhicule. Donc AHR, lui, va interagir avec la signalisation du récepteur aux estrogènes, donc dans toute cette cascade de signalisation-là. Puis le produit final, c'est qu'il va y avoir accumulation du métabolite dangereux. Donc, ça c'est un... OK. Merci. J'achète. Avec un regard, c'est bien. Donc, cet effet-là, un message super important, c'est que même si le pesticide n'agit pas directement à faire des mutations dans l'ADN, indirectement, il va interférer dans la signalisation de l'estrogène en faveur de ce fameux métabolite-là. Donc, ce qu'on ne veut pas, on s'en fout si le pesticide va faire une mutation directement ou non. C'est des mutations non réparées dans l'ADN qui peuvent être dangereuses. Donc, le résultat est le même. Plus de mutations dans l'ADN. Donc, un effet indirect des pesticides. Et ça, évidemment, avant que ça se manifeste dans un individu, c'est quasi impossible à tester. Parce qu'évidemment, on va toujours dire que ça pourrait être pour d'autres raisons. Je l'ai dit tantôt, vous le savez, on accumule des mutations non réparées. Mais tout ce que je peux dire, que je suis convaincu que c'est mesuré, c'est que plus, même si un pesticide ne va pas faire des mutations dans l'ADN, il peut y avoir quand même des mutations par des actions indirectes. Donc, évidemment, quand on teste nos animaux, les effets toxiques de pesticides sur nos animaux de laboratoire, on n'a aucune idée que ça peut se produire. On ne peut même pas le mesurer. C'est ma dernière diapo. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien, je ne vous ai pas parlé de comment on faisait fonctionnellement, qu'est-ce qu'on peut mesurer. Donc, on a des méthodes de la génomique fonctionnelle qui nous permettent de voir vraiment si on ajoute un pesticide ou un mélange de pesticides à des cellules, même à des animaux. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer comme changement dans l'expression de tous les gènes? Donc, je vous ai montré un exemple avec la production des enzymes
CYP1 et CYP1. Dieu seul sait, catholique, pratiquant. On n'avait pas le choix. Donc, il y a tout plein de voies cellulaires qui peuvent être perturbées. Donc, on comprend en sciences, par exemple, dans l'étude de différents cancers spécifiques. Donc, l'exemple avec l'estrogène, évidemment, ça s'applique au cancer du sein. Mais en vérifiant les signatures ou les perturbations que ces différents produits-là, ou même les mixtures de produits, les cocktails, je parlais d'effet cocktail, que ça peut avoir sur les cellules. Donc, mon but, c'est vraiment d'essayer de trouver des marqueurs cellulaires. Donc, si on prend ce mélange-là, on expose nos cellules à ça, il va y avoir tel et tel changement, et ça, c'est une étude complète parce que ça se passe quand même dans la cellule. Donc, mon but, c'est vraiment de développer des outils diagnostiques. Évidemment, on parlait de réparation de l'ADN, tantôt, différents individus peuvent réparer leur ADN plus efficacement. Vous avez souvent entendu parler, mon beau-père, désolé, Marie, disait « la fumée de cigarette, c'est pas grave, j'ai fumé toute ma vie, puis je n'ai pas le cancer encore. » C'est vrai, il y en a qui vont fumer 3 paquets de cigarettes par jour, vont jamais avoir de cancer, il y en a qui vont avoir un cancer à 30 ans parce qu'ils ont fumé depuis leur vie, vous le savez. Donc, tout ça est très variable, mais les outils qu'on veut développer pour être personnalisés d'un individu à l'autre, pour voir justement à quel point les pesticides ou les polluants affectent son corps à lui ou affectent ses gènes à lui. La biologie moléculaire, la génomique, la bioinformatique et la chimie analytique, bien sûr. Puis comme je vous disais, trouver des marqueurs génétiques, là, comme l'exemple que je vous ai montré, qui sont indicateurs qu'un individu réagit aux pesticides et aux polluants de son environnement. Donc, évidemment, aujourd'hui, on lutte contre l'utilisation de certains produits chimiques. À un moment donné, on va prendre action, on va réussir, on va se débarrasser de X nombre de produits dans l'agriculture. Évidemment, on va en sortir d'autres parce qu'on va vouloir que l'agriculture soit plus productive encore. Donc, on va sortir des nouvelles générations de pesticides. De plus en plus, les insecticides, par exemple, ça brise le cerveau des insectes. On dit, ben, c'est spécifique. Mais c'est comme des petites pilules que vous prenez pour telle et telle maladie. C'est jamais hyper spécifique. Il y a toujours des effets secondaires. Des fois, les effets secondaires sont beaucoup pires que ce que la maladie originale, pourquoi on a prescrit ces médicaments-là. Donc, il va toujours y avoir des nouvelles molécules. Il va toujours, selon moi, y avoir un besoin de déterminer les effets à moyen terme ou à long terme de ces molécules-là qu'on utilise quotidiennement. Donc, ça, je vous l'ai montré déjà. Je voulais faire ma blague de chien après, mais je trouvais que c'était plus sympathique. Donc, j'ai une liste de gens là, dans mon laboratoire qui sont impliqués dans ce projet-là. Puis comment je suis dans le temps? Parfait. Donc, je vais être là, je prends une question. On a le temps de prendre quelques questions, s'il y en a. Oui, il semble y en avoir. Monsieur? Bonjour, merci pour la présentation. Écoutez, moi je suis agronome et je sais que dans les années, peut-être 2017, à cause de la résistance des mauvaises herbes aux États-Unis au Roundup, les OGM, les futures générations, vont être résistantes au 2,4-D. Ouais. Vous êtes sûrement au courant de ça. Ouais. Est-ce que le 2,4-D, c'est la fameuse dioxine qui vous aviez parlé tout à l'heure? Ben, c'est pas une dioxine, mais ça l'active quand même au fameux récepteur à H1. Donc c'est le processus Ouais, qui... ça a tout le même processus pour être enclenché. Juste une autre petite question. Les néonicotinoïdes, est-ce que vous avez déjà de l'expertise sur ce produit-là qu'on étend au Québec sur 700 000 hectares pour rien? Et je souligne, pour rien. Ouais. Oui, réponse courte, c'est oui, on les teste tous. Ce n'est pas des effets aussi fulgurants que le 2,4-D ou le Lignuron ou d'autres, mais il y a effectivement des effets de ces néonicotinoïdes. J'ai des collègues dans mon département à l'Université de Sherbrooke qui étudient aussi
Ben, il se préoccupe du déclin. Il y a certaines espèces d'oiseaux qui sont en déclin, entre autres l'hirondelle bicolore, je pense que c'est 5% toutes les années, depuis les 10 dernières années seulement. Puis on sait que dans des espèces de petites boulettes de nourriture que la maman oiseau donne aux oisillons, il y a une liste assez longue de pesticides, entre autres les néonicotinoïdes, qu'on suspecte beaucoup par rapport du problème de santé de ces animaux-là. Donc, oui. Bonjour, Serge Préfontaine du CETAM. Merci et bravo de vous intéresser à ce domaine-là. Premier élément, au niveau des effets cocktails, est-ce qu'il y a déjà des recherches qui se font actuellement et si vous pouvez nous en dire un peu à ce sujet-là? Deuxième question, on a beaucoup parlé de l'étude du professeur Seralini. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez d'un point de vue méthodologique. Merci. OK. La première partie de la question, c'est très difficile. Oui, il y a des papiers. Les gens vont dire, bon, j'ai vérifié la santé d'un poisson dans cette affaire-là, dans ce contexte-là. Là, on détermine qu'il y a probablement un effet cocktail. C'est bon, ces études-là, mais je pense que c'est pas... nous, on est entraînés en laboratoire, on a besoin de témoins, OK? Témoins négatifs, témoins positifs. On ajoute quelque chose à la soupe, ça fait quelque chose, non, c'est significatif ou c'est pas significatif. Là, on passe à la chose suivante. Donc, les effets cocktails, quand le cocktail est constitué de... on en mesure des centaines, mais il y en a peut-être des milliers de molécules indésirables dans ces mixtures-là. Donc c'est difficile d'approche scientifique, c'est difficile de voir si une molécule avec une autre a un effet synergique. Donc, pour l'instant, ce qu'on a choisi de faire, un des aspects qu'on a choisi l'approche qu'on a choisi, c'est vraiment d'y aller à l'inverse. Donc, prendre des ingrédients actifs, en ajouter avec un autre. Donc, avoir comme un 100% là, de réponse avec un ingrédient actif. Là, dans un autre contexte, diminuer la concentration, mais ajouter un deuxième ingrédient. Donc, est-ce que la somme des deux égale à 100%? Et là, on complexifie ça de plus en plus. La réponse que je peux vous donner, pour l'instant, ça semble être le cas. Donc, ce qu'on mesure pour l'instant, c'est vraiment la réponse avec le récepteur à l'hydrocarbone, le AHA. Donc, il y a tout plein de choses que ça pourrait faire. Donc, on a besoin de mesurer quelque chose dans le laboratoire. Pour l'instant, c'est l'expression des enzymes en question, les cibles. Et une réponse rapide pour vous, c'est qu'il semble y avoir cet effet additif des cocktails. Dans certains cas, on voit des réactions antagonistes. Dans certains autres cas, ou certaines combinaisons, on voit des effets synergiques qui sont encore plus importants parce que l'effet synergique, vous savez que l'effet mesuré est beaucoup plus grand que l'effet de la somme individuelle des différents ingrédients actifs. Donc, la deuxième partie de votre question, je ne suis pas sûr que je vous ai perdu dans mes... C'est l'étude du professeur Seralini. OK. Vous avez entendu parler. Rafraîchissez-moi la mémoire. Au niveau il a fait une étude avec les rats qui ont mangé du maïs OGM. Ah ouais. Et ça a été publié dans une revue scientifique, ensuite enlevé, ensuite remis dans une autre. Ouais. Il y a eu une grosse polémique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Et si oui, votre opinion d'un point de vue de la méthodologie de l'étude, d'une part, et d'autre part, des gens qui décident de ce qu'on publie ou non dans les revues scientifiques. C'est une question dangereuse, je vais vous répondre plus honnêtement possible. Je n'ai pas trop porté attention à ces études-là parce qu'à la base, ça avait l'air louche. Donc, quand une étude est rétractée comme ça, remis rétractée, évidemment, les enjeux sont super importants. Scientifiquement, je ne veux pas dire que ça avait l'air douteux, mais peut-être. Je dis à mes étudiants gradués, aux étudiants de bac, il ne faut pas tout croire ce qu'on va lire, pas des dieux, les scientifiques. Il y en a des bons, il y en a des pas bons, c'est comme tous les métiers. Les publications, on a ce qu'on appelle des indices d'impact, donc l'impact de ton travail. Certains
dis à mes étudiants à la blague, ça ne vaut même pas la peine d'abattre un arbre pour publier ça, ces affaires-là, tant les résultats sont mauvais, nous semblent mauvais, puis il y en a d'autres, des revues comme Nature Science, bon, c'est pas tout bon là, ce qu'il y a là-dedans, évidemment. Mais la marche, c'est comme une équipe de garage de bas de gamme, là, je dirais pas de Victoriaville, mais de Sherbrooke potentiellement, puis versus une équipe professionnelle. Donc, il y a des différences de niveau vraiment importantes. Donc, ça arrive souvent qu'il y a des études comme ça qui vont être publiées, on fait une observation, une mesure, c'est pas dans un environnement très contrôlé, puis on dit le résultat qui finalement est reproductible par le restant de la planète. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, je ne sais pas si je réponds avant de me mettre dans... Pas trop en détail, parce que je n'avais jamais, pas le dire, jamais trouvé ça au sérieux. Puis quand il commence à y avoir des controverses, ben, ça a l'air assez probable. J'ai des jeunes à dire par rapport à ça, mais ouais. Puis en science, on a une pression énorme aussi à publier, comme vous savez. Une fois les choses sont On va passer à la prochaine question. Monsieur, j'ai le temps juste pour 2 dernières. Denis Lafrance sur cette table. Vous avez parlé d'une étude où 1% des fruits et légumes testés dépassaient la limite permise. 3 questions. Qui fixe la limite permise? Deuxièmement, est-ce que ces décisions-là peuvent être influencées par des politiques et des lobbies qui influencent les politiques? Et troisièmement, est-ce que ça arrive que quand il y a des problèmes, on rehausse la limite permise? Ça, je ne vais pas répondre à cette question-là. Barry Husk, en arrière de... monsieur, pourrait répondre probablement mieux à cette question-là que moi. Santé Canada a des normes. Est-ce que c'est exclusivement Santé Canada, Barry, qui fixe, moi, si je te pose la question. Donc, Santé Canada fixe ces normes-là. Ces normes-là peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Évidemment, donc ça répond, je pense, aux 2 premières questions. Est-ce que ces normes-là peuvent être manipulées? La Ligue, c'est le gouvernement, c'est de la politique, donc il va être d'avis avec la LISA là-dessus que... Comment on est? Les affaires, c'est les affaires, l'argent, c'est l'argent. C'est ce que je connais aucun cas où c'est arrivé, disons, mais je m'en doute. Voilà. Merci pour votre présentation. Je me demandais en fait, même si c'était intéressant du point de vue mécanisme d'action des pesticides au niveau de la cellule, déjà est-ce que tous agissent de la même façon? Est-ce qu'on peut généraliser vos recherches? Et ma deuxième question est, d'un point de vue santé publique, comment vous intégrez les résultats de votre recherche en fait, pour améliorer la santé des populations? Est-ce que c'est des outils diagnostiques mais qui servent à analyser l'effet des pesticides sur les personnes? Et dans ce cas-là, c'est un peu trop tard, puisqu'il faut plutôt éviter l'effet des pesticides sur les personnes. Donc c'est ça mes questions. C'est des bonnes questions. C'est une question difficile à répondre. Mon but avec ces recherches-là, bon, évidemment, c'est des mécanismes qui me passionnent de savoir ce qu'ils font. Les analyser systématiquement, un à un, je pense que c'est impossible. Là, on a des tests rapides avec les génotypes pour voir vraiment est-ce que tel pesticide réagit, blablabla, et ainsi de suite. Mais ce que ça fait au niveau de toutes les cellules, ben là, il faut faire des bons choix. Quel pesticide on va choisir? Probablement ceux qu'on retrouve le plus dans notre environnement, qui risquent d'affecter notre santé. Encore mieux les capter. Mon opinion, reste à le vérifier, mais si j'avais à deviner, c'est que tous ces mélanges de pesticides-là vont avoir le même effet sur les différents mécanismes. Il n'y a pas... J'ai aucune raison de croire que c'est
tranquille, je pense que ça va être la même réaction cellulaire à ces différents papiers-là, qui est 100, 200, 300 polluants. C'est à vérifier, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais je pense que l'effet, il va y avoir une signature unique. Et c'est cette signature-là qui, c'est un système d'alarme finalement que je veux découvrir. C'est une alarme qui va dire, bon, ben là, écoute, ça fait ça, à toi de choisir. Tu continues ces habitudes-là, tu déménages à, je sais pas, à Saint-Denis-de-Brompton, on est tout propre en esprit. Donc peut-être que tu peux faire ces choix-là au moins. Tu auras le choix, tu seras informé que là, tu as ces marqueurs-là qui allument, ces alarmes-là qui sonnent. Donc, qu'est-ce que je fais? Au moins, tu es informé, tu n'es pas dans l'ignorance, que peut-être qu'à moyen terme ou à plus long terme, tu pourras avoir un problème. Peut-être pas, c'est la loterie avec le cancer aussi. Est-ce que c'est pas déjà trop tard, comme on disait? Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement. Encore une fois, je me répète, mais le cancer, c'est vraiment une accumulation de mutations et une combinaison particulière qui vont inactiver les espèces de régulateurs que je vous ai parlé. Donc, peut-être que oui, mais l'idée, c'est limiter les mutations le plus possible. Est-ce que c'est trop tard? Peut-être. On va espérer que non, puis que la réponse à cette question est non. Mais c'est sûr que c'est mieux avoir, tu pourrais éviter tout le restant des mutations, pour être informé que toi particulièrement, par rapport à un autre individu, ça t'affecte peut-être un petit peu plus et tu es informé, tu le sais, tu veux faire des changements. Pas de solution miracle, évidemment. Bon, le temps avance. Je vois que Clarissa a une question. Est-ce que ça peut se répondre rapidement? Faire un commentaire Okay. par rapport à l'étude Seralini. J'aimerais juste mettre un autre accent là-dessus. Je ne sais pas qui a posé la question, mais je ne connais pas personnellement Seralini, mais je voulais juste dire que, premièrement, les impacts facteurs des journaux, ça ne garantit pas la qualité de publication. Ça garantit juste la citabilité, donc combien d'articles sont cités. Oui, qui est un reflet quand même. Je vais terminer, Luc, s'il te plaît. Deuxièmement, il y a des domaines, par exemple en environnement, les impacts facteurs sont jamais hauts, parce qu'il y a très peu de lecteurs. Ou l'obstétrique gynécologie, il y a très peu de médecins qui lisent, donc les impacts facteurs sont très bas, par défaut. Le monde entier ne lit pas les articles sur l'obstétrique gynécologie. Et deuxièmement, en recherche, quand on publie une publication, c'est une observation. Okay? Tu ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Et donc, tu présentes ça à la communauté et peut-être un autre chercheur confirme ou ne confirme pas ces choses. Alors, Seralini, il a fait son devoir. Il a publié ce qu'il a observé. Okay? Chaque étude a ses défauts. Et surtout, les études in vivo sont très compliquées à faire. Et il faut comprendre aussi un contexte dans lequel il a publié. Monsanto attaque immédiatement tous les articles qui concernent les OGM. Ça, c'est leur politique de corporation. Okay? Et c'est exactement la même attitude que Big Tobacco, pendant 50 ans, a influencé toute notre science en finançant les études en génétique uniquement. Ils ont financé 4 prix Nobel. Mais je peux vous dire aussi, quatrième chose, qu'il y a beaucoup de prix Nobel qui signalent en acceptant le prix Nobel devant la communauté, ils disent, vous savez quoi, je n'arrivais pas à publier pendant 10 ans dans les revues en haut, en bas. Okay? Mais finalement, j'avais raison. Donc, il y a cette dynamique en science, le contexte politique, et il ne faut pas juger les gens facilement. Ce n'est pas mauvaise recherche, bonne recherche, okay. Mais c'est une recherche. Comme c'est ma collègue, je une réplique. C'est pas totalement faux, et je pense que je l'ai mentionné, que c'est pas parce que c'est publié dans une revue super prestigieuse que ça sort de la bouche de Dieu, là. Sauf que la probabilité est élevée. Dans ces journaux-là, on va demander plus de témoins, plus d'études qui vérifient pour confirmer ce qu'on affirme. Donc, personnellement, je crois qu'une revue indice d'impact. Les prix Nobel, normalement, ceux qui ont gagné les prix Nobel, ils ont l'habitude de publier dans ces revues qui ont un impact très élevé. Donc, normalement, on nous demande d'avoir plus de témoins, de mieux vérifier nos choses, de répondre à la question de plusieurs façons différentes avant de tirer telle et telle conclusion. La rigueur est plus au rendez-vous dans
dans ces revues-là par rapport à une revue scientifique qui fait. Ça se termine là-dessus. Merci beaucoup, Luc.